Ok, alors pourquoi avoir choisi ce sujet de parler ce soir de Ilan Ramon? Mais ça vient du fait qu'on est juste avant Pessah et que j'ai pensé que ça pouvait donner une nouvelle idée par rapport au Seder. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, pendant la soirée du Seder, notre fils qui était présent interrompt le Seder et dit, Papa, ça suffit. Ok, on a compris la sortie d'Égypte. Maintenant, tu t'arrêtes et toi et maman, vous nous racontez et vous racontez aux petits-enfants votre sortie de la Galoute quand vous quittez la France pour venir en Eretz Israël. Alors effectivement, la Haggadah nous parle surtout de la sortie d'Égypte, mais on vit dans une époque où on sort des Galouillottes, on sort de l'exil après, certains diront 2000 ans, d'autres diront 1200 ans, chacun dépend comment on le conçoit, comment on le calcule, mais on sort d'un exil et la fête de Pessah n'est pas seulement une fête historique de quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans, mais c'est quelque chose qui se passe à notre époque, cette sortie d'exil. Et une des instructions que nous donnent les Chachamim dans le Talmud, que doit-on raconter le soir de Pessah, est l'instruction suivante que vous allez voir tout de suite sur l'écran, dès que j'arrive à avancer, voilà. Et vous avez le texte dans la Gemara de Pesachim. Matril bignut ou mesem beshvach. La Mishnah a dit que quand on raconte la sortie d'Égypte, il faut commencer par les côtés un peu péjoratifs, les mauvais côtés, et après raconter la grandeur d'Israël. Et la Gemara demande de quoi parle la Mishnah? De quoi s'agit-il le gnut? Quel est le mauvais côté? Et par quoi faut-il finir le récit du Seder? Et le Talmud répond par une discussion. C'est classique, une discussion entre Rav et Shmuel. Rav Amar mitrila hayu ovdei avodat gilulim, Shmuel Amar avadim hayinu. Donc, le départ qui était problématique pour Am Israël, d'après Rav, il s'agit de raconter que nos ancêtres étaient idolâtres. Il s'agit bien sûr de Terach, le père d'Abraham, qui était idolâtre. Et Abraham, c'est celui qui a quitté l'idolâtrie pour venir découvrir ce Dieu un sur sa terre en Eretz Israël. Et Shmuel Amar, non, Shmuel dit, c'est pas, on remonte pas aussi loin. Le gnout, c'est le fait qu'on a commencé par être esclave en Égypte. Et c'est quoi le shvar, c'est quoi le côté à raconter à la fin? D'après Rav, c'est bien sûr le fait qu'on ait accepté la Torah et qu'on soit devenu le peuple de Dieu. Et d'après Shmuel, c'est le fait qu'on est sorti d'Égypte et on est devenu un peuple libre. Alors, on peut aussi regarder, voir un petit peu comme explication, peut-être que Rav regarde par rapport à nous, nous étions idolâtres et nous sommes devenus monothéistes. Ou pour Shmuel, on regarde un petit peu ce que Dieu a fait. Au début, il nous a fait esclaves, après, il nous a libérés. Toujours est-il que la Haggadah nous dit qu'on doit commencer par du bas et montrer jusqu'où on a pu monter. On a commencé par être esclave, on est sorti pour être un peuple libre. On était idolâtre, on est devenu serviteur de Dieu. Ça, c'est ça l'histoire de Pessah, c'est ça qu'on doit raconter dans la Haggadah. Et donc, si on raconte la Haggadah aujourd'hui, en Tafshin Pei Gimel, en 2023, je pense qu'il faut un petit peu adapter. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de lire la Haggadah qu'on a dans le texte imprimé, mais on a une soirée assez longue qui permet de développer encore d'autres sujets et de ramener le côté moderne. Donc, dans le côté moderne, je dis, on peut parler bien sûr du fait qu'on est passé de la Shoah à l'État d'Israël, qu'on est passé de la Galoute à la Géoula, qu'on est passé à beaucoup de choses. Et je pensais que comme exemple, qui peut être un thème à débattre cette soirée du Seder autour de la table, euh, pour, euh, pour montrer de quoi il s'agit, je pense que l'histoire de Ilan Ramon, l'astronaute israélien, est exemplaire. Alors, brièvement, son histoire, Ilan Ramon est né en 1954 à Ramat Gan. Il a grandi à Beersheva, il a fait le cours de pilote de l'armée de l'air. Il a déjà volé pendant la guerre du Kippour, bien qu'il était encore en fin de cours. Et son heure de gloire était en 1981, quand il a participé à l'opération qui a frappé Osirak, le fameux réacteur atomique que la France construisait en Irak. Et de là, il continue son ascension dans l'armée de l'air. Il fera des études d'ingénieur. Et en 1997, il va être sélectionné pour être, en 98, il va être sélectionné pour être le premier astronaute israélien. Ça, c'est
en gros, son parcours, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on voit quelques images. Vous voyez à droite ce jeune homme, fils d'un juif qui a fui l'Allemagne dans les années 30 et d'une mère qui a survécu à Auschwitz. À gauche, au milieu, pardon, vous voyez déjà recevoir ses galons de sous-lieutenant quand il a fini le cours de pilote comme premier de sa promotion. Et à l'extrême gauche, comme pilote de F-16, il a volé sur Skyhawk, sur Mirage, sur F-16, il était parmi les premiers à voler sur F-16. C'est avec ce F-16 d'ailleurs qu'il a un F-16 qu'il a bombardé aux Irak et finalement il va voler en navette spatiale, la navette Columbia. Alors c'est un garçon très intéressant, très intelligent et déjà dans sa jeunesse, enfin en 1977, donc il est né en 54, il a donc 23 ans, il est en train de faire son service militaire et il se pose des questions existentielles. Et à qui un jeune Israélien qui a maintenant des doutes sur le but de l'existence, des questions à se poser, à qui va-t-il poser ces questions? Eh bien, il écrit à une sommité de l'époque, le professeur Yeshayahu Leibovitch à l'université, et vous voyez la lettre qu'il lui écrit. Il écrit à l'époque, il n'y avait pas encore les mails, je rappelle, on écrit encore à la main. Et vous voyez cette lettre, donc il écrit en novembre 77, professeur Nerbadj, cher professeur très distingué, Mitrabet, Anik Varzmanra, Bishela Trabot, j'ai de nombreuses questions qui me trottent par la tête. Et voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous regardez ce qui est un peu souligné, Ketzad ata roet ha'olam bo anu chayim, comment vois-tu le monde dans lequel nous vivons? Ketzad ata masbir et maout ha'chaim, comment comprends-tu l'essence de la vie, le but de la vie? Bema ata roe et achlito matrato shel ha'adam b'chaim, donc quel est le but de l'homme dans sa vie? Et quelle voie de choisir un être humain pour accomplir sa vie, etc. Donc il pose ces questions et il écrit cette lettre en espérant une réponse. Et effectivement, Yeshayahu Leibovitch lui répond. On a dans les archives la réponse de Yeshayahu, c'est d'ailleurs quelques jours après, c'est assez rapide. Vous voyez la réponse, c'est déjà tapé à la machine, apparemment par la secrétaire de Yeshayahu Leibovitch, Ilan Ramon Shalom, et sa réponse. Donc, c'est quelqu'un un garçon très intéressant, qui a des questions, qui cherche pourquoi on vit, quel est le but de la vie et comment vivre sa vie. Il va rencontrer une jeune fille du nom de Rona, vous les voyez tous les deux à gauche, et ils ont ensemble 4 enfants. Vous voyez donc la famille de Ilan Ramon, Ilan et Rona et leurs enfants. Et là, on voit Ilan qui reçoit un diplôme du chef d'état-major de l'armée générale. Ça m'échappe maintenant, quelqu'un va me le rappeler. Amnon Lipkin-Shahak, c'était mon premier général à l'armée, j'ai quand même oublié. Donc Amnon Lipkin-Shahak, qui est le général en chef, remet un diplôme à Ilan Ramon. Et de quoi s'agit-il? Alors, il faut comprendre que ce pilote a une histoire un peu mouvementée. Ça a déjà commencé à l'entraînement. Vous voyez à gauche les Fouga magistères qui servait d'avion d'entraînement de l'armée israélienne. Alors, il a déjà fait un accident pendant l'entraînement. Et plus tard, il va survivre un deuxième accident, un accident avec un F-16, où deux F-16 vont se tamponner. Ilan Ramon aura l'occasion d'actionner son siège éjectable et pourra s'éjecter et se poser entier. Et dans son journal, il écrira 20 ans plus tard, aujourd'hui, il y a 20 ans, j'ai failli mourir. Donc, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose, il y a un petit musée, il garde chez lui des morceaux de Fouga Magister et d'un F-16. Pardon, c'est un petit musée qui a été à sa mémoire où on a montré, on a ces deux objets en exposition. Donc, une jauge d'un Fouga Magister qui s'est écrasé à l'entraînement et le joystick, la manette d'un F-16, qui sont les deux accidents d'avion auxquels a survécu Ilan Ramon. Et en 1981, c'est sa grandeur, parce que Israël décide d'attaquer le réacteur atomique que la France est en train de construire en Irak. Ça rappelle beaucoup ce qui se passe actuellement avec l'Iran.
Mais à l'époque, Israël n'a pas attendu et a décidé d'attaquer ce réacteur. D'ailleurs, on a été entièrement démoli par la presse internationale. Tout le monde était contre nous. De quel droit et comment avons-nous, etc. Euh, Après, plus tard, je rappelle qu'en 1991, les Américains vont se battre en Irak. Et là, ils vont vous dire en sourdine, nous dire merci beaucoup, parce que si vous n'aviez pas détruit ce réacteur en 81 et que la guerre en Irak a eu lieu quand l'Irak est une puissance atomique, ça aurait peut-être pas été la même partie de plaisir pour les Américains. Mais ça, c'est 10 ans après, quand ils ont compris ce qu'Israël avait fait pour le monde en supprimant ce réacteur atomique. À l'époque, en 81, ça a été beaucoup moins bien accueilli par les Américains et les Européens. Et les Français, bien sûr, qui étaient les commanditaires de ce réacteur. Maintenant, le problème est que c'est une mission qui est problématique pour Israël. Bien sûr, on est entièrement seul et Israël n'est pas fourni par les États-Unis en ravitailleurs en vol. Le ravitailleur en vol est considéré par les Américains comme une arme stratégique. Les Américains ne vendent à Israël que des armes tactiques. Et donc, on a des avions à court rayon d'action qui sont là pour défendre Israël. Les Américains ne veulent pas donner cette possibilité stratégique à Israël d'opérer très très loin de nos frontières. On réglera le problème plus tard quand Israël va développer son propre ravitailleur en vol, mais à l'époque, on n'en a pas. Et donc, on demande à un jeune pilote, déjà expérimenté, mais encore assez jeune, de mettre au point, de préparer des plans de vol. Est-ce qu'on peut arriver vers ce réacteur aux Irak qui est près de Bagdad et revenir en Israël avec un seul plein d'F-16? Alors, c'est très complexe. D'abord, il faut trouver un plan de vol qui ne survole pas des villes de façon à ne pas donner l'alerte avancée. Bien sûr, il va falloir voler très bas pour être en dessous de la couverture des radars irakiens. Il va falloir voler au-dessus des déserts pour éviter les rencontres intempestives et les alertes. Et il va falloir calculer, est-ce que c'est faisable avec un F-16? Est-ce qu'avec le carburant qu'il emporte, il peut faire l'aller-retour jusqu'à Bagdad et effectuer sa mission? Et c'est donc Ilan Ramon qui se charge des calculs. Vous voyez à gauche son compte-rendu. Oui, à l'époque, il n'y a pas encore les ordinateurs, on écrit à la main. Et vous voyez à gauche, Tavlat Delek Mizari, donc voilà les calculs, le minimum d'essence nécessaire. Alors à droite, on voit la colonne de droite, Tipus le Gova Arbaim, Tipus le Gova Shloshim. Il faut voler très bas, je le dis, pour être sous la couverture radar. Donc ce qui est envisagé, c'est voler à 40 mètres au-dessus du sol ou à 30 mètres au-dessus du sol. Vous voyez qu'il y a une grande différence, c'est que voler à 30 mètres au-dessus du sol, donc 10 mètres plus bas, ça garantit une meilleure invisibilité, mais ça consomme 10% d'essence ou 15% d'essence en plus, 15% d'essence en plus. Et donc, Ilan Ramon va établir le plan de vol, par où on va voler, quelle altitude, et il va dire qu'on peut y arriver en rentrant avec les dernières gouttes de carburant. Ils vont faire encore d'autres choses qui sont interdites. Par exemple, les avions vont démarrer les moteurs. Vont faire parce qu'une fois que l'avion démarre, il faut faire sorte de vérification. Et une fois que les vérifications sont faites et que les avions sont prêts à décoller, à ce moment-là arrivent les camions-citernes qui remplissent les réservoirs alors que les moteurs des avions sont allumés. C'est strictement interdit d'après les critères de sécurité américains. Ils emmènent avec eux des bidons d'essence supplémentaires, de kérosène supplémentaire, et pour alléger l'avion, de nouveau pour économiser l'essence, ils vont les larguer en vol, ce qui est de nouveau interdit par le fabricant américain. Donc on va un petit peu transgresser toutes les instructions de sécurité classiques, mais c'est la seule solution d'arriver jusqu'à Bagdad, de bombarder et de revenir. Une fois que Ilan Ramon a rendu ce compte-rendu, on le remercie, et le commandant de l'armée de l'air désigne une équipe qui va aller à Bagdad. Et Ilan Ramon dit un instant, moi j'ai tout préparé, moi j'en fais partie. Il dit non, tu n'es pas encore assez expérimenté, tu es trop jeune, etc. Il dit pas question. Et il insiste pour y aller. Alors comprenez que ce que veut dire insister pour y aller, ce qu'il fait, c'est une mission suicide. Parce que la formation d'attaque va comprendre 8 avions. Étant le plus jeune, il sera le numéro 8. Le numéro 8, c'est celui qui a le moins de chances de revenir, parce que le premier bénéficie encore de la surprise. Donc, quand il va attaquer, la DCA est encore endormie, mais quand arrive le 8e, la DCA sera déjà en pleine action, les canons antiaériens, les missiles, tout sera en branle-bas de combat. Et donc, pour lui, c'est une mission dont apparemment il ne reviendra pas. Mais il demande à se porter volontaire et il le justifiera en disant
Moi, j'ai un père qui a échappé à la Shoah en fuyant l'Allemagne dans les années 30. J'ai une mère qui a miraculeusement survécu à Auschwitz. Et si je peux empêcher une deuxième Shoah, je suis prêt à donner ma vie. Et donc, c'est dans cette optique-là que Ilan se propose bénévole, volontaire pour une opération suicide en plein terrain ennemi. Alors, voilà le plan de la mission. Vous voyez la carte. Le vol va se faire à partir d'un aéroport, l'aéroport le plus au sud d'Israël, près d'Elat. Pardon, c'est pas le plus au sud, à l'époque, on a encore les aéroports dans le Sinaï. L'aéroport le plus au nord du Sinaï de l'époque. Et le vol va survoler l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des déserts. Et comme j'ai expliqué, le but, c'est de ne pas rencontrer de rencontrer personne pour éviter de donner l'alerte, d'arriver à Bagdad, de bombarder et de revenir. J'ai vu dans un témoignage assez intéressant que Rona, sa femme, sa future femme, à une époque, ils ne sont pas encore mariés, ils ne se connaissent même pas encore. Rona est en vacances, elle décide d'aller en vacances à Nouéba. Et donc, elle va dans le Sinaï sur la plage de Nouéba et elle se trouve à Eilat en route vers Nouéba quand il voit dans le ciel une escadrille israélienne. Il y a un vol un peu bizarre, il quitte le territoire israélien et se dirige vers l'Arabie Saoudite. Et un de ses compagnons de balade vers Nouéba lui dit, là, il se passe quelque chose de spécial. Et elle accompagne des yeux les 8 avions, elle suit le dernier qui disparaît à l'horizon sans savoir que ce dernier avion qu'elle suit des yeux est piloté par un jeune pilote du nom de Ilan, qu'elle rencontrera dans 2 ans et avec lequel elle se mariera. Alors écoutons quelques mots de Ilan sur cette mission. אתה עובר כל מיני שיירות של משאיות, אתה רואה בדואים, אתה רואה אנשים בכל המקומות שעוברים, אתה תוהה בלבך אם הם חושבים, מה הם חושבים, ואם הם יודעים לאן אתה נוסע. זה קצת מוזר כזה. אבל אתה לא חושב כל כך על האם מישהו מאלה שמלפניך ייפול, או האם זה יצליח או לא. אולי בהמראה, או עד המראה, יש לך עוד ספקות, לפחות בפעם השנייה, הרבה ספקות היו אם זה באמת הולך להתבצע או לא. לפחות הביטוי של הפעם הראשונה, ואתה לא מאמין ולא מאמין, עד שאתה ממריא, וכשאתה ממריא אתה יודע שבעצם מכאן כבר לא תחזור. זאת אומרת, לא שלא תחזור, אלא שאתה תמשיך ותבצע את המשימה, זה אין ספק. ויש התרגשות בהתחלה, 5 דקות ראשונות, עשית גבול. Bien. On va pas écouter tout l'enregistrement, mais c'était pour montrer Ilan à l'époque, quand il revient de mission et qu'il est interviewé, et qui raconte donc au début les doutes. Après, il se concentre sur la mission. À la fin de cet enregistrement, de cette interview, il raconte effectivement le fait que pour lui, il pose la question, qu'est-ce qui pousse un jeune à aller vers une mission suicide? Je n'avais pratiquement pas de chance de revenir, mais il fallait le faire. Et il s'est donc porté volontaire. Donc, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de valeurs, qui est attaché à des valeurs, qui est prêt à donner sa vie pour ça. Ça, c'était en 1981. Jeudi, il continue son parcours dans l'armée de l'air. Il va faire des études à la fac et recevoir un brevet d'ingénieur. Il sera responsable du développement des armements de l'armée de l'air. Et en 1995, Bill Clinton, il y a de grandes discussions avec Israël. Il y a une visite du Premier ministre israélien à Washington. On cherche quel sujet soulever, sujet qui ne serait pas trop problématique pour ne pas commencer à se fâcher avec les Américains. C'est les années d'après Oslo, c'est des années un peu complexes. Et vous voyez la photo devant vous en bas, au milieu à gauche, de Jérémy Issacharov, qui est notre ambassadeur à Washington. Et cet ambassadeur a emmené son fils, Dean, visiter le musée de l'espace, Smithsonian Museum à Washington. Et là-bas, il y a un mur avec des photos d'astronautes. Il y a même un Saoudien qui avait été embarqué sur une mission américaine. Et Dean demande à son père, mais pourquoi il n'y a pas sur le mur des astronautes un astronaute israélien? Et alors, Jérémy Sakharov va proposer au ministère des Affaires étrangères, ben voilà, on a une idée, on va discuter avec les Américains, pourquoi vous n'embarqueriez pas un astronaute israélien dans une mission spatiale? Ça va être proposé et ça va être accepté par Bill Clinton.
Mais il y a un petit problème, c'est qu'on n'embarque plus de touristes sur les missions spatiales américaines. Il y a eu ça. Il y a eu une mission, la mission Challenger, qui a mal fini, puisque la fusée, la navette a explosé 73 secondes après son départ. Et à bord, il y avait là-bas une prof d'école qui était venue en touriste pour motiver les jeunes à s'intéresser à l'espace. Donc, ils avaient emmené une enseignante d'un établissement scolaire. La mission a mal fini, je dis, le Challenger a explosé. Et donc, les Américains décident qu'il n'y a plus de touristes dans l'espace, il y a uniquement des spécialistes qui ont des missions. Et donc, on cherche d'abord un pilote, quelqu'un qui a les capacités d'être astronaute, mais qui pourrait aussi, qui est scientifique, qui est lui-même un scientifique, qui pourra conduire des missions dans l'espace. Et c'est pour ça que Ilan Ramon répond à ces deux demandes. Il est d'un côté pilote expérimenté, d'un autre côté, il a son brevet d'ingénieur, donc il pourra conduire des missions de recherche dans l'espace à bord de la navette Columbia. Il est donc sélectionné en 97 et le voilà à l'entraînement avec l'équipage de la navette Columbia. Ça, c'est dans les Rockies, ils font des balades. Il faut créer une cohésion dans l'équipe qui va être ensemble pendant 15 jours dans l'espace, mais aussi à tout l'entraînement dans cet espace très réduit de la navette spatiale. Donc, on les voit en balade dans les Rockies en Amérique. Quelque chose que Ilan aimait spécialement, c'était flotter dans l'espace. Il le dira quand il est dans l'espace que une des choses les plus incroyables, c'est de flotter dans la cabine en apesanteur. Et voilà donc l'équipage pour la photo officielle en grande tenue d'astronaute. Vous avez les noms à droite, Rick Husband qui est le commandant, William McCall, Michael Anderson, Kalpana Chawla, elle est indienne, elle habite en Amérique, mais elle est née en Inde et elle aussi doit faire des expériences dans l'espace. Laurel Clark, David Brown et Ilan Ramon, l'Israélien qui est à l'extrême droite de la photo. Après de nombreux retardements, la mission aurait dû partir déjà en 2001. Il y a eu près de 18 reports jusqu'à ce que la navette décolle le 16 janvier 2003. Une des raisons des retards était aussi l'expérience de Ilan Ramon. Ilan Ramon devait faire une expérience par rapport au vent de sable dans le désert au Moyen-Orient, et pour ça, il fallait que les conditions atmosphériques au-dessus du Moyen-Orient soient adaptées pour qu'il puisse mener son expérience. Donc, sa présence à bord et l'expérience qu'il devait conduire à bord était aussi un facteur dans comment déterminer le départ. Bien sûr, il y a eu des pannes, il y a eu des problèmes techniques dans la fusée. Et toujours est-il que le 16 janvier 2003, la navette décolle et à gauche, on voit Rona et son fils Asaf qui suivent le départ de la navette spatiale. Alors là, on voit Ilan dans la navette avec des instruments de mesure, j'expliquais, puisqu'il doit conduire, il doit faire des expériences scientifiques. D'ailleurs, son expérience n'est qu'une partie de ce qu'il va faire parce qu'il ne peut faire son expérience que quand la navette survole le Moyen-Orient et que c'est en plein jour et que les caméras peuvent filmer le sable qui vole au-dessus du désert. Et donc les autres heures, quand la navette n'est pas au-dessus du Moyen-Orient ou qu'il s'agit des heures de nuit, il conduit d'autres expériences comme les autres membres de l'équipage. Donc c'est un membre d'équipage à part entière. Ok, je continue. Pendant le temps de sa mission, les 2 semaines qu'il va passer dans l'espace, il écrit des mails et il y a aussi des conversations en direct avec sa femme, avec sa famille. Et sa femme, Rona, lui envoie un chant, elle lui dédie un chant qui lui est transmis par radio, qui est entendu dans la navette spatiale, un chant qui est absolument incroyable. C'est un chant de Rachel, la poétesse de Kinneret, qui s'appelle Atishma Kolir Choki Shelir. Le nom qu'on donne ce chant, en général, c'est Zemer Nougé, un chant triste. Et les paroles, Hatishma Kolir Choki Shelir, est-ce que tu entends ma voix, mon bien-aimé qui est tellement loin? Atishma Koli Bacharincha, est-ce que tu m'entends là où tu te trouves? Kol Kore Be'oz, Kol Boche Bidmi, une voix qui appelle avec force, mais qui pleure, ou Me'al Lazman Metzav Bracha, et qui par-delà le temps envoie une bénédiction. Alors on va écouter quelques notes de cette chanson incroyable que Rona dédie à Ilan. Cette chanson incroyable, je vais comme lire encore les strophes.
Tevel Zoraba Drachim Barav, le monde est grand et il y a énormément de routes qui se rencontrent un instant, qui divergent après pour l'éternité. Acharon Yamai Kvar Karov Ulai, mon dernier jour est peut-être déjà proche, peut-être s'approche le moment des pleurs de la séparation. Je t'attendrai jusqu'à ce que mes jours s'éteignent, comme Rachel attend son bien-aimé. Donc, une chanson un peu prémonitoire de ce qui va se passer, puisque Rona ne reverra plus Ilan. Alors, dans la tradition des astronautes américains, un astronaute, durant son premier vol, a le droit de se faire des armoiries, comme faisaient les nobles au Moyen Âge. Et vous voyez le patch que donc Ilan Ramon a dessiné. Je le trouve aussi incroyable. Regardez ce qu'il a mis. Il a mis à gauche, bien sûr, la navette spatiale, le drapeau américain, le drapeau israélien qui l'a rejoint. Et regardez, on part du F-16 israélien, le F-16 avec les cocardes israéliennes, vers la navette, les drapeaux. Mais ce F-16 et ce drapeau sont portés par un Sefer Torah. Vous voyez là le Sefer Torah Ashkenaz avec le Etz Chaim, avec le bâton qui tient le parchemin du Sefer Torah. Donc cette idée, bien sûr, les étoiles, la paix, Israël, les États-Unis, le monde, l'astronaute. Mais en dessous de ça, il a mis un Sefer Torah. C'est déjà pas évident, pas anodin. Et ça fait partie de l'idée de Ilan Ramon de faire participer le peuple d'Israël, le peuple juif, dans son ensemble à cette aventure. C'est pour ça que quand il va arriver à Houston, où il va passer plusieurs années, ils vont s'inscrire à la communauté, ils vont inviter les gens les inviteront. Ils veulent que tout le monde participe à cette aventure. Il veut motiver les Juifs américains et le peuple d'Israël dans cette aventure incroyable d'un astronaute juif israélien. Et alors, un astronaute a le droit d'amener avec lui un certain nombre d'objets dans l'espace. Regardons ensemble ce qu'Ilan Ramon a choisi pour l'accompagner dans l'espace. Alors d'abord des symboles au niveau national, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance. Oui, la déclaration d'indépendance, une copie bien sûr, les drapeaux d'Israël et de l'armée de l'air, les symboles, la menorah, le symbole de l'État d'Israël que vous avez comme moi sur votre carte d'identité, encore un symbole de l'armée de l'air. Ça, c'est au niveau des symboles de l'État d'Israël. Mais après, passe au symbole juif. Il amène un Sefer Torah, miniature, on le verra tout de suite, un Sefer Torah qui a la taille d'un petit, qui rentre dans une poche. On va en parler. Il ramène une mezouza, que vous voyez juste à droite du Sefer Torah. À gauche, vous voyez un kos de Kiddush. Donc, ça, ce sont des symboles qui font partie de la tradition juive d'Israël. Et en bas, il y a marqué Kacher, où je ne sais pas quoi mettre. De quoi s'agit-il? C'est que Ilan Ramon dira que dans son quotidien, il n'est pas pratiquant, il ne mange pas Kacher tous les jours. Mais il a demandé à la NASA, il dit, dans l'espace, je vais en tant que représentant du peuple d'Israël, du peuple juif, je demande un repas Kacher, c'était un casse-tête pour la NASA, comment préparer ces repas adaptés à l'espace. Maintenant, vérifier que tout est fait en accord avec la halacha pour que les repas qui soient servis à Ilan Ramon dans la navette soient des repas cachers. Donc, on a parlé des symboles de l'État d'Israël, des symboles du peuple juif. En plus de ça, il va ramener une image que vous voyez là, on va en parler tout de suite après, une image qui nous vient de la Shoah. Il va amener des symboles de l'école, de la ville où il a grandi, où il est né, Ramat Gan, de la ville où il a grandi, Beersheba, les montres de ses enfants et un disque de chant que sa femme lui a préparé. Donc c'est déjà des objets qui racontent quelque chose, qui veulent dire quelque chose, et c'est très important dans ce que Ilan veut présenter. J'ai oublié à gauche de l'image, vous voyez ce sigle Anashim, qui est le sigle d'une association qui lutte contre les accidents de la route. Donc aussi le côté social, faire attention à son voisin et de ne pas mettre en danger autre que soi. Donc Ilan dans l'espace, c'est quelqu'un qui a un programme, en plus du programme spatial. Alors, revenons au repas kasher. Donc, il va demander au rabbin Chabad de Houston d'expliquer à la NASA comment faire et la NASA va préparer des repas. Là, vous voyez le My Own Meal et puis il y a des repas cachers qui vont être préparés par la NASA pour être servis à Ilan Ramon
dans la navette. Maintenant, une deuxième chose que dit Ilan Ramon, mais manger kasher, c'est important, mais un des grands symboles du peuple juif, un des plus grands dons du peuple juif à l'humanité, c'est le Shabbat. Aujourd'hui, c'est tellement évident ce jour de repos hebdomadaire que la plupart de l'humanité connaît, mais c'est à l'origine le Shabbat qui a été amené, qui a été donné par Dieu à Israël et Israël l'a inculqué aux nations. Alors, Ilan Ramon décide de faire kidouche dans l'espace. Vous vous rappelez qu'il a emmené un verre de kidouche, vous le voyez à côté de l'astronaute indienne, et dans la main, à côté de la main, il a le verre du kidouche qui flotte dans la cabine. Apparemment, il n'a pas encore rempli de vin, il laisse flotter. Et à gauche, vous voyez le Rav Chabad, à qui il va poser une question assez incroyable. Dans la navette spatiale, nous faisons une révolution de la Terre toutes les 90 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 heures, c'est Shabbat. Alors quand c'est Shabbat, en fait, puisque toutes les 10 heures, on a fait 7 jours. Un jour dure 90 minutes. Toutes les 10 heures, on a fait 7 jours. Quand c'est que je fais Shabbat, le Rav Chabad va se renseigner, va lui dire, tu fais Shabbat en fonction de l'endroit d'où tu as décollé. Donc, d'après Cap Kennedy, quand c'est Shabbat à Cap Kennedy, ce sera Shabbat pour toi dans l'espace. Écoutons quelques mots de ce rabbin. Felt this immediate attachment because he went straight over to me and gave me a big hug. Rabbi Zvi Konakov is director of Chabad of the Space and Treasure Coast and met Elon while he was in training at Kennedy Space Center. He said to me that he really wants to keep and mark Shabbat in the shuttle, and he wanted me to tell him when would be Shabbat for the 3 weeks that he would be in space. What exact time? When would he keep the Shabbat? His question was, if every 90 minutes is another sunset, so basically another day, and every 10 and a half hours is technically Shabbat, and really every 20 days is Rosh Hashanah, if you get where I'm going. I sent letters to Rabbanim, chief rabbis throughout the world. They said that he should set his watch in accordance with the local Cape Canaveral time, and that's how he should keep Shabbat. Vous avez entendu donc Shabbat en fonction de Cap Kennedy, puisque pour lui tous les 10 jours c'est Shabbat, tous les 10 heures c'est Shabbat et tous les 28 jours c'est Rosh Hashanah. Je l'ai pas dit tout à l'heure, quand Bill Clinton a proposé d'envoyer un astronaute israélien, les Israéliens n'y croyaient pas, et dans la Knesset, il y avait un tas de blagues sur ce qui allait se passer. Alors, c'était les blagues à la Knesset, c'était dans le genre ah oui, mais dans les missions spatiales, des fois, on sort dans l'espace. Vous vous rappelez les photos des astronautes qui quittent la navette et qui flottent dans l'espace. Alors, est-ce que l'astronaute israélien aura le droit de sortir de la navette pour faire ça, c'est le Shabbat, si ça se passe un Shabbat, parce que on sort pas Shabbat, on sort pas du Troum. Où se trouve le Troum quand on est dans la navette spatiale? Certains ont proposé, oui, mais un instant, est-ce que vous faudra demander à la NASA de mettre une mezouza à la porte d'un navette spatiale? Il y a toutes sortes de blagues parce que personne ne croyait vraiment qu'il y aurait un astronaute, mais vraiment, Ilan Ramon est allé au bout. Pour lui, c'était plus des blagues. Il a emmené une mezouza, pas pour la mettre à la porte Quand on lui a demandé quand il a annoncé qu'il partait avec mezouza, on lui a demandé est-ce qu'il allait la mettre sur la porte de la navette. Et ça, c'est au commandant de la mission de décider. Vous l'avez pas bien vu parce que la photo était petite. Cette mezouza était dessinée par un artiste, elle était entourée d'un fil de fer barbelé. Donc, nous, c'était pour rappeler aussi la Shoah. C'était le peuple juif dans la Shoah. Pardon. Et maintenant, j'ai parlé d'un Sefer Torah miniature. Alors là, vous le voyez dans l'image en haut à droite, vous voyez la taille de ce Sefer Torah. Ilan Ramon l'a en main. De quoi s'agit-il? Ce Sefer Torah a une histoire. C'est un Sefer Torah qui a survécu à Bergen-Belsen. C'est un Sefer Torah que le Rav Dasberg, qui était le rabbin d'Amsterdam, a emmené à Bergen-Belsen. Et dans le camp, il y a un jeune garçon du nom de Yosef Yoyachim qui va avoir 13 ans. Et le Rav Dasberg lui propose de lui enseigner sa paracha, de faire la bar mitzvah à Bergen-Belsen. Et grâce à ce Sefer Torah miniature qui a été introduit dans le camp, le Rav Dasberg lui apprend la paracha à ce Yosef Yoyachim. Et le jour de la bar mitzvah, une ombre se glisse furtivement dans le bloc. Et c'est la maman du bar mitzvah que le Rav Dasberg a réussi à faire venir dans le bloc, parce qu'il y avait le camp homme, le camp femme, et il n'était pas question que le garçon fasse sa bar mitzvah et que sa mère ne soit pas là.
et le Rav a réussi et à enseigner la bar mitzvah aux garçons. Bon, je ne sais pas s'il a dit toute la paracha, mais les faire les brachot et lire dans la Torah pour sa bar mitzvah. Il a réussi à faire venir sa mère à sa bar mitzvah. Et plus tard, le Rav d'Asberg va dire à ce jeune garçon, écoute, moi je ne survivrai pas à la Shoah, mais toi tu survivras, alors prends ce Sefer avec toi et raconte cette histoire. Et je vous rappelle, maintenant je reviens en arrière, vous vous rappelez que Ilan Ramon doit faire une expérience dans l'espace. Il doit analyser les vents de sable, transport des particules qui ont des incidences sur le climat, etc. Et cette expérience est gérée par un physicien israélien qui s'appelle Yoya. Yoya, c'est son surnom. En fait, son nom, c'est Yosef Yoyachim. Donc, c'est ce garçon qui avait lu la Torah à Bergen-Belsen et qui a ce Sefer Torah chez lui. Et quand Ilan Ramon vient chez Yoya pour parler d'expérience, pour apprendre comment manipuler les instruments et comprendre ce que Yoya attend de l'expérience, Ilan Ramon lui dit « S'il te plaît, peux-tu me donner ce Sefer Torah ? Je voudrais le présenter au monde dans l'espace. » Et Yoya va répondre « C'est incroyable, parce que c'est ce que m'a demandé le Rav d'Asberg. Il m'a demandé de garder ce Sefer Torah pour faire connaître l'histoire, pour faire connaître au monde le peuple juif, son histoire, sa survivance, même à travers l'exil, à travers Auschwitz. » Alors, il n'y a pas de plus belle résonance que Ilan Ramon prenne ce Sefer et le dise à la face du monde à partir de l'espace, quand tout le monde entier est à l'écoute de ce qui se passe dans cette navette. Et donc, il lui a donné ce Sefer Torah. On va écouter Ilan Ramon dire quelques mots à ce sujet. Je ne sais plus si c'est au sujet du Sefer Torah ou du Shabbat. ועכשיו אולי אני אדבר טיפה אני אראה מושג אחד שקיבלתי רשות מיוחדת, אנחנו בדרך כלל לא רשאים להראות, אבל המושג הזה אני חושב הוא מושג מאוד מאוד מרגש. You realize the potential of this wonderful story of the Torah. אני מתרגש שאני מחזיק אותו בידיי, וזהו ספר תורה קטן כמו שאתם רואים, שלפני בערך 60 שנה ילד קטן במחנה ההשמדה ברגן-בלזן קיבל אותו מהרב של אמסטרדם, שלימד אותו לקראת הבר מצווה. There was Ilan. There we saw him holding the Torah scroll. For a minute it escaped from his hand and kind of floated and he caught it. אני חשבתי שזה דרישת שלום מן השמיים. סימן חיים מן העבר. I see it as a sort of a rising of the death of my father. He came alive again. אז זה חוט וחבל מקשר מאוד מאוד מרגש, והוא כאן איתי בחלל. יויה נתן לי אותו ואני מאוד מאוד מודה ליויה ומאוד מתרגש לאחוז אותו פה בחלל, ואני חושב שזה מייצג יותר מכל את היכולת של העם היהודי לשרוד למרות כל דבר. He thought he would show it. Bien, donc, comme j'ai expliqué, Ilan Ramon se sent rempli d'une mission, en plus d'être un astronaute, c'est un astronaute israélien, juif, avec quelque chose à raconter au peuple d'Israël, à raconter au monde entier, je pense. Je n'ai pas prévu, quand j'ai pensé à faire cette conférence, j'avais pensé à Pessah qui s'approchait, je n'ai pas dû penser à la situation dans laquelle nous sommes actuellement avec les manifestations, les situations politiques, où justement ce sujet-là, qui est au thème du débat, l'identité juive de l'État d'Israël. Donc, Ilan Ramon en était très conscient. J'ai parlé tout à l'heure d'une image, donc je ne l'ai pas développée, j'avais dit que j'en reparlerai. Vous voyez cette image à droite, elle s'appelle Clair de terre. Ou Panorama de la Lune, Nof Yareach. C'était une peinture qui se trouve à Yad Vashem, et elle était dessinée dans le camp de Theresienstadt, dans le ghetto de Theresienstadt, par un jeune garçon qui s'appelle Peter Ginz. Peter Ginz, vous le voyez à gauche, il a été déporté dans ce ghetto, et c'est un garçon extraordinaire. Il a édité un journal dans le camp pour donner de l'espoir aux autres enfants autour de lui. Et il aime beaucoup Jules Verne, et il imagine la Terre vue de la Lune. Alors là, vous voyez, il se voit sur la Lune, avec les cratères et les montagnes sur la Lune, et dans l'espace, il voit cette Terre tellement calme, tellement sereine,
quand lui se trouve en fait à Theresienstadt, et finalement il périra, il sera gazé à Auschwitz. Donc, Ilan Ramon, dont la mère a survécu à Auschwitz, va aller à Yad Vashem et demander à prendre avec lui un objet de la Shoah pour nous raconter, pour pouvoir dire voilà où était le peuple juif il y a 60 ans, et voilà où nous sommes aujourd'hui dans l'espace. Alors, Yad Vashem lui propose ce dessin. Ilan Ramon le prend à deux mains en disant mais c'est exactement ce que je cherchais, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais maintenant, en fait, c'est la réalisation des rêves de ce jeune garçon, de Peter Ginz. Cette œuvre est retournée à Yad Vashem parce que d'après les lois de la NASA, on n'a pas le droit d'emmener un original, une œuvre d'art originale dans l'espace, et donc c'est une copie que Ilan Ramon a emmenée avec lui. Et donc cette œuvre, ce dessin est retourné à Yad Vashem. On aurait préféré que ce soit Ilan qui revienne, bien sûr, mais vous pouvez voir ce dessin en exposition à Yad Vashem. Là, il s'agit d'une feuille témoignage de son grand-père qui a disparu dans la Shoah. Donc, je dis, Ilan est très conscient du fait que son père a réussi à s'échapper d'Allemagne dans les années 30. Sa mère a survécu à Auschwitz. Ça n'a pas été le cas de toute sa famille. Son grand-père est mort, a été tué dans la Shoah. Et ceux qui connaissent les feuilles de témoignage d'Yad Vashem qui rappellent l'histoire des victimes, alors il y a la feuille, vous voyez la feuille de son grand-père de Drohowicz en Pologne. Pardon. Dans le cadre d'une réunion du Mahal, donc les Juifs de la Galoute qui se sont portés volontaires pour faire la guerre en Israël en 1948, Ilan Ramon, qui les rencontre à l'époque où il était à l'entraînement, il leur demande, est-ce que ce n'est pas un miracle? Je suis devant vous, fils d'une mère qui a survécu au camp de concentration, d'extermination d'Auschwitz, et un père qui est né en Allemagne et qui s'est sauvé à temps et qui a combattu dans la Haganah. Aujourd'hui, moi, je suis pilote de l'armée de l'air israélienne et astronaute israélien. N'est-ce pas un miracle? Oui, c'est un miracle. Une conscience incroyable de Ilan Ramon. Et il dira dans une des émissions radio, vous voyez la photo, quand la navette passe au-dessus de la région, je pense que vous reconnaissez ici la côte israélienne, on voit très bien la mer Morte et le lac de Tibériade, Haïfa, et il va dire qu'il a eu deux moments incroyables dans l'espace. Il dit, un, c'est quand la navette a survolé Jérusalem. Il dit, depuis l'espace, on voit Israël comme elle est, petite mais magnifique. Et le deuxième moment d'émotion qu'il a eu, il a dit, c'est quand il se voit interviewé dans l'espace avec derrière lui le drapeau de l'État d'Israël. Alors, l'histoire est malheureusement connue. Il y a eu un problème au démarrage. Il y a une tuile, une plaque de mousse qui s'est détachée de navette et qui a frappé l'aile. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que l'aile, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Une des théories, c'est que à cause du dégât qu'il y a eu sur l'aile de la navette rentre dans un mauvais angle dans l'atmosphère. Et à l'avant de la navette, il y a un bouclier thermique qui est supposé absorber la chaleur dégagée par la rentrée de l'atmosphère. Mais une fois puisque la navette n'est pas dans le bon angle, la chaleur n'est pas arrêtée par le bouclier thermique, mais elle est arrêtée elle se diffuse sur toute la surface de la navette. Pardon. Et les contrôleurs aériens de Cap Kennedy ont effectivement des indications qu'il y a des capteurs de chaleur qui annoncent des chaleurs bizarres dans les circuits de commande, et finalement le contrôle est perdu, et finalement on verra la navette se désintégrer. Donc malheureusement elle ne rentre pas dans l'atmosphère, elle rentre dans l'atmosphère mais elle se désintègre. C'était le départ. Pardon. On a un petit récapitulatif de Ilan Ramon, the first Israeli to fly in space. Here comes the Superman entry of the astronaut from Israel. They took several special things. First of all, the Israeli flag, the Israeli Declaration of Independence. The unmistakable signs
of a vehicle breaking up. The Columbia is lost. There are no survivors. These men and women assumed great risk in the service to all humanity. מזווית המבט שלנו כאן בחלל, כשאנו סובבים במסלול סביב כדור הארץ, אנו מביטים אליכם ולמולנו נשקף עולם ללא גבולות, מלא שלווה והדר. תפילה בליבנו שהאנושות כולה כאחד תדמיין את העולם כפי שנשקף לנו ללא גבולות ותשאף לחיות ביחד בשלום. Bon, n'éteignez pas encore parce que l'histoire n'est pas finie. On recherche les débris du naufrage de la navette et on trouve pas mal de choses dans ces débris, des différents morceaux de la navette. Et une chose qu'on a trouvée, ce que vous voyez devant vous, c'est le reste calciné d'un journal. Il s'agit du journal de bord de Ilan Ramon. Alors c'est calciné, la température était incroyable dans la navette au moment de l'explosion. Les Américains ne savent pas comment ouvrir ce journal sans le détériorer. Ils vont le transmettre au laboratoire de la police israélienne, qui ne sauront pas non plus comment l'ouvrir. Et finalement, c'est le musée d'Israël, les mêmes spécialistes qui ont déroulé les rouleaux de la mer Morte et qui ont réussi à nous donner les secrets de ces rouleaux d'il y a 2000 ans. C'est eux qui ont réussi à séparer les pages et nous donner ces pages du carnet de bord, des 18 pages qui ont été récupérées du carnet de Ilan Ramon. Vous voyez à droite le texte. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une des pages qu'on a retrouvées, c'est la tefila du Kiddush. Puisque Ilan Ramon avait décidé de faire Kiddush dans l'espace, pour ne pas se tromper, il avait recopié le Kiddush avec les voyelles pour être sûr de prononcer correctement. Je dis, c'est pas quelqu'un qui fait le Kiddush tous les jours. Il avait décidé que là, il fallait qu'il le fasse dans l'espace, à la face du monde, et on a retrouvé cette feuille avec le Kiddush dans son journal de bord. Part of Ramon's diary was miraculously recovered amongst the debris scattered across Texas. 18 pages survived 5,000-degree heat and a 40-mile fall to Earth at minus 700 degrees. On one page, Ramon had handwritten the prayer so that he could make Kiddush on Friday night in outer space. I'm doing it because I feel I represent all Israelis and all of the Jewish communities. His friend and rabbi, Tzvi Konakov, recounted. Ilan Ramon turned to me with a question. How does one mark the Sabbath in space? With every 90 minutes, another sunset. Every 10 and a half hours is a Sabbath. Every 20 days, Rosh Hashanah. Jerusalem, we have a problem. But Ilan taught us a powerful message. No matter how fast we're going, no matter how important our work, we need to pause and think about why we're here on earth. Ce qu'on a retrouvé des restes de Ilan Ramon, puisque Zaka, c'est cette unité qui est spécialisée pour récupérer les victimes, ce qui reste des victimes après les attentats en Israël. Les Zéhu Korbanot Hasson s'est porté en Amérique, ils ont identifié ce qu'ils ont pu identifier. Le cercueil est ramené en Israël. On voit sur cette photo à gauche Rona et Asaf, leur fils aîné, qui porte d'ailleurs la jaquette de son père avec le cercueil. Et à droite, la matzeva, la plaque qui se trouve sur la tombe où se trouvent les restes de Ilan Ramon au cimetière de Nahalal. On voit les insignes de l'armée israélienne, de Tzahal, avec l'insigne de la mission de la Columbia, STS 107. Rona est très fier de son fils et Asaf devait décider déjà de suivre dans les traces de son père.
il se porte volontaire pour le cours de pilote de l'armée de l'air et de nouveau, comme son père, il finit major de sa promotion. Et là, c'est sa mère qui le félicite après qu'il reçoive ses galons d'officier. Malheureusement, à droite, vous voyez Asaf Ramon qui est félicité par Shimon Peres quand il reçoit ses galons. Malheureusement, dans un accident, de nouveau un accident d'entraînement, Asaf Ramon va périr. Il n'aura pas la chance de son père qui a pu s'éjecter du F-16. L'accident du F-16 de Asaf Ramon au-dessus de Ma'ale Hever dans le désert de Judée lui sera fatal et il va périr dans l'accident. Il est enterré aujourd'hui à côté de son père à Nahalal. Alors, Rona décide qu'elle est maintenant la responsable de garder le souvenir de ses disparus, de son mari et de son fils. C'est une femme incroyable, elle va créer un fonds, le fonds Ilan Ramon, pour encourager les jeunes à étudier l'espace, à faire des bonnes études en physique, à s'intéresser à l'espace, etc. Et on va lui demander, mais qu'est-ce qui donne la force de continuer? Et elle va répondre une réponse à ce point incroyable. Pour ceux qui ont grandi en Israël, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en France. Vous voyez la poupée qui est à gauche? En Israël, on appelle ça Nahum Takum. C'est des poupées qui se balancent, mais dès qu'on les couche, elles remontent. C'est-à-dire que le poids est fait de cette façon que vous ne pouvez pas coucher cette poupée. Elle va toujours revenir Nahum Takum. Tu l'as fait tomber et elle se relève. Et Rona va raconter que pendant la guerre des 6 jours, elle était enfant et son père est parti à la guerre et elle était avec sa maman dans les abris. Elle était très peur pendant les bombardements et son père au combat. Et quand son père est revenu, et il lui a ramené comme cadeau cette poupée, pas celle-là, j'ai pris une petite truc sur Internet, mais une poupée de ce genre-là. C'est une poupée qu'on essaye de coucher et qui se relève. Elle va dire, j'essaie des centaines de fois, des milliers de fois de la coucher et chaque fois elle se relève. Et c'est d'elle que j'ai appris que c'est pas important ce qui se passe. Chaque fois que la situation nous met à terre, il faut se relever. Et elle va être invitée à faire une conférence avec, il y a une organisation en Israël qui a été créée par le Rav Lau, Binyamin Lau et encore d'autres. Elle s'appelle Tesha Shtaim Tesha, 929. C'est le nombre de chapitres qu'il y a dans le Tanakh, dans la Bible. Et le but, c'est que Am Israël, dans son ensemble, étudie chaque jour un chapitre de Tanakh. Et c'est toutes sortes de personnes, religieuses, pas religieuses, gauche, droite. Enfin, c'est vraiment pour ramener tout Am Israël à l'étude du Tanakh. Et on invite Rona Ramon à faire une étude sur le livre de Iyov, donc Job, qui a été frappé de beaucoup de malheurs. Et quand elle monte pour parler au micro, elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez fait venir. Moi, je ne suis pas Iyov. Moi, je ne suis pas dans le désarroi de Iyov. Moi, je continue. Et elle dit, dans cette conférence, on peut trouver sur Internet, elle dit, moi, je ne pose pas la question lama, et à droite, lama, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi Ilan n'est pas revenu, je ne sais pas pourquoi Asaf n'est pas revenu. Ce n'est pas la question qui m'intéresse. La question que moi je pose, c'est lema. Dans quel but? Qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Ce que je prends de la situation et comment je continue. Ça, c'est Rona Ramon. Elle est malheureusement décédée il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'immortalisation de mémoriaux au nom de Ilan Ramon et de Asaf Ramon, les deux. Alors, il y a eu plusieurs dizaines d'écoles qui portent leur nom. Vous en voyez à droite 2, Bet Sefer Ramon, Al-Shem Ilan Asaf Ramon, Tichon Derka Ramon, Al-Shem Ilan Ramon Asaf Ramon. L'aéroport, le nouvel aéroport d'Elat s'appelle l'aéroport Nemal Toufa Ramon, Al-Shem Ilan Asaf Ramon. Donc, énormément de choses portent leur nom dans le pays. Mais ce qui est le plus important, c'est ce fonds Keren Ramon qui a été fondé par Rona pour encourager des milliers de jeunes Israéliens à approfondir leurs connaissances de physique et s'intéresser à l'espace, surtout dans la périphérie. Si vous allez à Mitzpeh Ramon, alors près de Mitzpeh Ramon, au-dessus du Martesh Ramon, je rappelle, le Martesh Ramon n'est pas au nom d'Ilan Ramon, c'est Ilan Ramon qui a choisi son nom après qu'il était dans la région, que la région lui plaisait. Son nom c'est Wolferman, il a changé en Ramon. Ramon, il y a dedans le Wolferman, Ramon. Et aujourd'hui, la montagne qui domine le Martesh Ramon, le Har Ramon, vous voyez à droite le sommet du Har Ramon, et au sommet du Har Ramon, il y a une plaque à gauche, vous voyez, qui rappelle les 7 astronautes, et il y a 7 collines autour auxquelles ont été donnés le nom des astronautes de la mission Columbia.
Alors, ça, c'était la conférence sur Ilan Ramon. Non, je voulais encore prendre quelques minutes de votre temps pour compléter ce que j'ai dit. Pourquoi je suis arrivé à cette conférence? C'est un sujet dont je parle souvent quand je guide en Pologne ou dans d'autres occasions, dans le Martesh Ramon par exemple. Mais pourquoi je voulais mettre ça en connexion avec Pessah? Alors, j'expliquais que pour moi, c'était cette Haggadah qui nous dit qu'il faut commencer par le Gnout et finir par le Shevar. Je ne sais pas traduire en français. Donc, on commence par la Shoah, on finit par l'État d'Israël, par l'astronaute. Alors, ceux qui connaissent la Haggadah, vous connaissez ce texte de la Haggadah, Tseulman, Mabikesh, Lavan, Arami, Lasot, Yaakov Avinu. C'est le texte du Maggid, c'est la grosse partie de la Haggadah. Quand on raconte une histoire, en fait, on lit quelques versets et on les commente. Alors, les versets, vous les avez devant vous en rouge. Quand tu arriveras dans le pays d'Israël, alors tu prendras le premier fruit de tes récoltes et tu les amèneras vers l'endroit que Dieu a choisi, donc au temple, et tu arriveras vers le Kohen qui sera à ton époque, et tu lui diras, tu diras à Dieu que je suis arrivé dans ce pays, que tu as promis, que tu as juré de donner à nos ancêtres et à nous-mêmes. Et le Kohen prendra donc ce panier de fruits et il le déposera devant l'autel. Et alors tu diras devant Dieu, Arami Oved Avi, alors tu diras ces fameux versets que la Haggadah va commenter. Arami Oved Ami, mon grand-père était un araméen, Vayered Mitzrayim, en Égypte, il était là-bas, il a souffert là-bas, etc. Et la Haggadah va expliquer. Alors vous avez en haut du texte, chaque fois en gras, vous avez les morceaux du verset, Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayim, et alors la Haggadah nous explique, Anus al Piadibur, Vayagor Sham, Melamed Shelo Yarad. Yaakov l'ishtakea, c'est-à-dire qu'on a le texte du verset, et après, la Haggadah nous amène l'enseignement de Chazal qui explique ce verset. Donc, le verset est le Midrash. Mais il y a une chose à laquelle vous ne faites pas attention quand vous lisez cette Haggadah. C'est qu'en fait, la Haggadah a économisé un verset. Le texte, il est devant vous, il est en bas, en bleu. Arami Oved Avi, il y a 4 versets qui sont commentés par la Haggadah, mais la Haggadah oublie le 5e verset. Il y a un 5e. Quel est ce 5e verset? À la fin de ce texte, Dieu nous a sortis d'Égypte avec de grands miracles, etc. Mais il y a un verset suivant. Il nous a amenés dans ce pays, dans cet endroit où nous sommes. Il nous a donné ce pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et ce verset n'est pas commenté dans nos Haggadot. Effectivement, puisque notre Haggadah est écrite en exil, nous n'étions pas en Eretz Israël, alors on a parlé de la sortie d'Égypte. Mais peut-être que quand on rentre en Eretz Israël, il faudrait peut-être lire le texte jusqu'au bout et commenter ce dernier verset, puisque maintenant nous, on réalise ce verset. Alors effectivement, il y a une Haggadah. Ceux qui veulent, au-dessous de mon image dans le Zoom, vous voyez mon téléphone, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, je vous enverrai ce texte qui est incroyable. C'est un rabbin, le Rav Mishlov, qui a écrit une Hashlama la Haggadah. Vous voyez à droite le texte, Hashlama la Haggadah, c'est 2 pages. Donc il complète la Haggadah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce verset, et il complète la Haggadah, ce que la Haggadah fait pour les autres versets. Même chose. Il prend donc ce verset que la Haggadah n'a pas jugé bon de commenter et il donne un commentaire puisque actuellement nous nous trouvons en Israël et on peut continuer et compléter cette Haggadah, compléter cette bracha qu'on fait. Donc je pense que quand on fait la Haggadah à Pessah, il faut bien sûr lire la Haggadah que Chazal nous a donnée, ça c'est la halacha, mais on a le droit d'ajouter le kol hamosif harezeh meshubach, Chazal nous dit. Donc il faut remettre à notre époque où ce verset est applicable, il faut compléter cette Haggadah. Et ceux qui veulent, je leur enverrai ce texte, c'est un PDF magnifique. J'ai pris l'habitude de le lire pendant le Seder à la maison. Alors, pour développer ce Seder, j'ai dit, il ne faut pas rester à la sortie d'Égypte. On est quand même sorti d'un grand exil qui a duré longtemps. Et regardez cette image qui peut paraître un petit peu... qui peut énerver certains, mais regardez cette image où on voit, c'est une image à l'occasion du congrès sioniste, on voit Moïse qui passe le bâton à Herzl.
Allez, moi j'ai fait ça il y a 3000 ans, maintenant c'est ton tour. Donc, de comprendre qu'on vit une continuation de ce que Moïse a fait en sortant le peuple d'Égypte. Et donc, aujourd'hui, à notre époque, il faut continuer la Haggadah, il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça, j'avais fait une conférence l'année dernière à l'occasion de Pessah. Je l'ai repris de cette conférence, mais c'est des images aussi que je présente des fois aux enfants au Seder à Pessah. Donc, on voit, de nouveau, il faut parler, quand on parle de Matril Bignout Sehem Beshvar, on peut montrer ces photos de la porte de Brandebourg à Berlin, de quoi elle a l'air en 1933 35 avec les ornements nazis. Et non, c'est en 39, pardon, j'ai pas fait attention, c'est marqué sur la photo. Berlin 1939 et en Berlin 2017, où on a une menorah que Chabad allume à cette porte de Brandebourg. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Si on a pu passer faites le calcul, de 1939, ça fait donc 78 ans de la photo du haut vers la photo du bas. Je propose encore quelques autres photos. Si vous voulez, je vous les envoie aussi pour en servir pour le Seder. Je les ai agrandis et je les fais passer aux participants du Seder. Dans les années 30 et les années 40, pour arriver en Eretz Israël, c'est la Ha'apala, c'est ces rafios qui essayent de s'échouer sur des plages pour ramener des gens qui descendent dans la mer en essayant d'échapper aux Anglais. Aujourd'hui, on a les Jumbo Delal. L'image où on voit que Nefesh Benefesh est un groupe qui a fait son aliyah des États-Unis, mais ce même Jumbo a aussi ramené les Juifs d'Éthiopie et encore beaucoup d'autres. Donc quelque chose s'est quand même passé dans les 75 années de l'État d'Israël. Cette photo de Yosef Mendelevitch qui a vu Moscou de l'intérieur des geôles du KGB quand il était à Sir Tzion et qu'il était en prison et dans le goulag, qui revient avec sa famille d'Israël et qui reçoit une médaille de héros de l'Union soviétique, héros de la Russie, c'est après l'ère soviétique. Donc, il se fait photographier avec sa famille sur la place rouge, sa vengeance sur la Russie soviétique. Et bien sûr, Ilan Ramon dont on a parlé, qui amène cette photo de Peter Gins de la Shoah. Et donc d'un garçon qui rêvait à l'espace dans le ghetto de Theresienstadt à un astronaute israélien qui est dans l'espace. Voilà, ce que je voulais vous proposer, c'était une idée un peu spéciale, un peu nouvelle, peut-être innovante pour compléter la Haggadah pour le Seder de Pessah. Et je ne peux ne pas finir par cette image par laquelle je pense pas pratiquement tous les groupes que je guide les dernières années, je leur présente cette photo parce que pour moi elle est incroyable. Il y a quelques années, Israël avait fait des accords avec l'Inde et dans bien sûr, tous les magazines, dans toutes les journaux télévisés, on voyait les poignées de main entre le Premier ministre israélien et le Premier ministre indien, entre les ministres, avec les drapeaux, etc. Et dans un de ces, vous savez que le Shabbat, il y a malheureusement tous ces petits journaux dans les synagogues le Shabbat qui nous empêchent de prier là parce qu'on est en train de lire le journal et de voir des publicités pour des vacances à l'étranger. Alors j'essaie de ne pas les lire pendant la tefila, mais je regarde des fois quand même après parce que des fois il y a des choses intéressantes. Et dans un de ces journaux, j'ai trouvé à la 14e page une petite photo que j'ai agrandie. Et vous voyez Uri Elitzur, qui était à l'époque ministre de l'agriculture israélien, avec son homologue indienne, la ministre de l'agriculture indienne. Et donc, il est allé en mission en Inde dans le cadre de ce rapprochement entre Israël et l'Inde pour vendre des systèmes d'irrigation israéliens aux Indiens. Et cette ministre lui dit, mais vous êtes prêtre, alors bénissez-moi. Il y a cette conscience, malheureusement, que tous les Juifs n'ont pas non plus tous les goïms, mais elle commence et je l'entends des fois dans des groupes, de gens qui comprennent qu'Israël a les clés de la bénédiction pour le monde et demande à Israël cette bracha. Je pense que tout commentaire est superflu. Si on va parler de Matril Bignout, mais c'est Beshvar. Alors voilà une photo pour terminer la Haggadah et le Seder de Pessah auxquels nous assistirons dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai fini la diaporama. Si vous voulez allumer des caméras, poser des questions, allumer des micros, poser des questions, avec plaisir.